Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin, bienvenue dans le Saloon, nouvel épisode où nous allons nous intéresser aujourd'hui à Millennium, Ce qui ne me tue pas, sorti en salle ces derniers jours. Et pour en parler, je suis accompagné aujourd'hui de Patrick Dantan. Salut Patrick. Salut Robin. Et de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Plaisir de vous avoir ici autour de la table du Saloon pour donc débattre de ce film. On va voir ce que vous en avez pensé. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour. Deuxième adaptation américaine de cette série de livres suédois. On va en parler juste après ça. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. C'est donc la deuxième fois que les Américains découvrent sur leurs écrans de cinéma cette série de thrillers suédois Millennium. La première fois, ça avait été par David Fincher avec Daniel Craig et Rooney Mara. Cette fois-ci, c'est réalisé par Fede Alvarez avec Claire Foy, Sverrir Gudnason et d'autres. Donc vous comprenez qu'il n'y a plus personne qui reste du casting original. Dans le même temps, les Suédois, eux, l'ont adapté aussi au cinéma. Et d'autres livres sont sortis. On va à l'occasion d'en discuter un petit peu. Si on parle vraiment du matériel de base, Thibaut, toi, je crois que tu as lu les livres. Replace-nous un petit peu quand même le contexte. C'est ça. Alors en fait, de base, c'est donc une trilogie littéraire, Millennium, écrite par Stieg Larsson. Et en fait, cet auteur est décédé juste après avoir écrit les 3 romans. Il en prévoyait, je crois, une petite dizaine à la base. Donc malheureusement, on ne verra jamais la suite. Et c'est très compliqué au niveau des droits, donc je ne vais pas retracer tout l'historique, mais en gros, il y a des luttes pour, du côté de la famille et de son épouse. Et finalement, en fait, la série littéraire a été reprise par la suite par un certain David Lagercrantz, qui est en réalité le biographe de Zlatan Ibrahimovic. Rien pour cette histoire, voilà. C'est incroyable. Et donc, c'est à lui qu'on a confié la suite. Et depuis, il a écrit 2 autres romans. Le premier qu'il a écrit, c'est donc Ce qui ne me tue pas, qui a été adapté du coup ici par les Américains, puisque les 3 premiers romans ont été adaptés par les Suédois. C'est ce premier film qui a révélé l'actrice Noomi Rapace. Et les 2 suivants ont été adaptés sous forme en fait de séries télé, avec chaque bouquin séparé en 2 épisodes. Et du coup, les Américains, plutôt qu'à la suite du film de David Fincher, qui adaptait lui le premier livre, plutôt que de refaire les 2 et 3, ils se sont dit passons directement au 4e avec un nouveau casting, un nouveau réalisateur. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, donc pour rappel, le premier c'était 2011, donc Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, ça c'était celui de Fincher. Patrick, je crois que tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, ce qui est intéressant peut-être à placer dès maintenant aussi par rapport à certaines choses dont on va parler dans cette adaptation, cette nouvelle adaptation, c'est qu'en fait la première trilogie qui a été adaptée en Suède, le premier film a été pensé vraiment comme un film de cinéma. Il y a une production qui a été faite comme ça, et les 2 suivants ont été prévus comme des téléfilms. Et la qualité et la crédibilité de certaines choses se sent vraiment. Il y a une différence se voit, ouais. entre ce qui a été fait sur la toute première adaptation suédoise et les 2 épisodes suivants. D'ailleurs, il y a un réalisateur pour le premier film et un duo de scénaristes qui sont parmi les plus connus du cinéma danois, qui sont Nicolai Arkel et Rasmus Heisterberg. Donc on avait là vraiment, comme disait Patrick, une vraie production ambitieuse, et ça se voit, je trouve le film assez réussi. Et les 2 épisodes, les 2 livres suivants ont effectivement été adapté par un autre réalisateur, et là ça fait clairement série télé du dimanche, quoi. Un peu assez grand guignol, terrible. un peu grand guignol, comme ça on tombait dans des choses un peu qui manquaient de crédibilité ou qui étaient un peu excessives dans certains côtés. Bon, assez parlé du passé, parlons maintenant du film qu'on peut découvrir en salle depuis quelques jours. Alors il y a un truc qui saute aux yeux quand même quand on lit le scénario, parce que moi j'ai malheureusement pas vu le film, c'est que ça a l'air sacrément alambiqué. Donc il y a un chercheur suédois en intelligence artificielle qui fait appel à notre fameuse héroïne Lisbeth Salander pour récupérer un logiciel qu'il a lui-même créé et qui permettrait de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Le petit problème, c'est que la NSA et un groupe de terroristes souhaitent également mettre la main sur ce logiciel. Donc Lisbeth Salander va être traquée de partout et va tenter de retrouver son ami journaliste qui était incarné par Daniel Craig. Ça m'a l'air un petit peu confus tout ça, non ? Alors en fait, c'est pas tellement l'histoire du film qui est très confuse,
confuse, c'est le nombre de péripéties qui s'y passent, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses. Il faut rajouter qu'à cette histoire un peu d'espionnage va s'ajouter une histoire de tragédie et de drame familial qui est liée au passé de Lisbeth Salander. Donc ça fait un petit peu beaucoup. il y a un petit peu ça. Surtout, peut-être qu'il aurait fallu se concentrer un peu sur le drame familial et éviter bon nombre de péripéties d'action, etc., qui manquent souvent de crédibilité. Et donc voilà, on est un petit peu entre deux choses. Et voilà, il y a peut-être un peu trop de péripéties dans le film. C'est ça, moi je crois que le gros problème, c'est qu'il y a véritablement deux intrigues qui n'ont rien à voir. C'est qu'on a effectivement une intrigue d'espionnage, mais qu'on faisait dans les James Bond d'il y a 20 ans, où c'est un programme qui permet de contrôler les fusées du monde entier et qu'on essaye de récupérer. Et comme le disait Patrick, une espèce de tragédie familiale liée à la sœur jumelle de Lisbeth Salander, qu'on mentionnait très 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 vaguement dans les premiers romans. Ça n'a pas du tout été repris dans les films, mais c'était, je crois, une piste de Stieg Larsson pour ses romans futurs. Et là, du coup, ça a été repris par monsieur le biographe d'Ibrahimovic dans les suivants. Mais en fait, les deux intrigues n'ont aucun rapport et la façon dont elles sont reliées, c'est complètement artificiel. Et du coup, on se concentre beaucoup trop sur cette intrigue d'espionnage qui est franchement pas très intéressante. Et la tragédie familiale, elle est franchement pas beaucoup creusée. Il y a une introduction au départ qui pose ça et les 15 dernières minutes sont censées clore cette intrigue. Mais entre deux, il y a rien qui est vraiment développé. C'est en fait ça le souci, si on veut. Par exemple, la première histoire de Millennium, le premier film, il était assez... il se passait dans une maison, il y avait une histoire, une intrigue, quelque chose d'un peu centralisé autour d'un drame, d'une tragédie, de quelque chose comme ça. Là, il y avait aussi en parallèle d'abord l'histoire de Lisbeth avant que les deux héros se rejoignent pour le mystère. Ouais. Mais là, on a vraiment ces deux choses et je ne suis pas sûr que l'idée de se concentrer autant sur l'intrigue d'espionnage soit une si bonne idée parce qu'en fait, ça donne lieu à des séquences où la vraisemblance en prend un sacré coup. Quoi. Oui, tu me disais juste avant de commencer l'enregistrement, notamment des erreurs informatiques incroyables. On va traquer des gens à l'autre bout du monde. C'est-à-dire des erreurs. Il y a une chose qui se passe dans le cinéma, en général, souvent américain, d'action actuellement, c'est quand même incroyable tout ce qu'on peut faire avec un téléphone portable. C'est dingue. Je veux dire, à l'autre bout du monde, enfin, tout est possible. Et c'est quelque chose qui enlève très vite voilà, on a un téléphone portable dans une poche, on peut se mettre dans le système de sécurité d'un aéroport ou faire sauter une porte, ou ouvrir, enfin, en quelques secondes en plus. Parce que ça se fait au niveau de la temporalité, il y a des gros problèmes dans le scénario aussi, et les choses se font à une rapidité, mais tout à fait hallucinante. Donc en fait, le téléphone est devenu le Deus Ex Machina commun au cinéma américain. Et les écrans et la capacité informatique qui est presque un super pouvoir finalement. Ouais, on en est vraiment là, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient justement d'exploiter le fait que Lisbeth Salander est une hackeuse et c'est censé être une hackeuse brillante. Et là, du coup, effectivement, il y a plein de séquences où elle pirate des choses. Il y a notamment, comme tu le disais, une séquence dans un aéroport qui rappelle un petit peu les Jason Bourne où toute la séquence tourne autour de la libération d'un prisonnier. Alors, on pirate les cellules à distance, on joue avec les caméras, etc. Et en soi, la séquence est super ludique, mais c'est très très gros ce qu'ils font et du coup, dans l'absolu, on n'y croit pas du tout. Et c'est tout le problème du film, je pense, c'est qu'on a vraiment un excellent réalisateur à la barre, qui est Fede Alvarez, qui avait, pour resituer, c'est lui qui avait fait le remake, pas très utile, mais très très efficace d'Evil Dead. Ouais, c'était en 2013. Voilà, son deuxième film, c'était Don't Breathe, qui était un espèce de film d'horreur hyper intense, huis clos, hyper réussi. Très et réussi. Moi, du coup, j'étais très curieux de voir ce qu'il pourrait faire sur cette franchise. Et le film est superbement mis en scène, mais le problème, c'est que visiblement, j'ai pas lu ce quatrième bouquin, mais déjà le bouquin à la base est apparemment pas terrible. Et là, le scénario arrive pas vraiment à faire quelque chose de mieux. Il y a un gros problème au niveau de ce que ça raconte, malheureusement. Mais alors, le problème, il est où ? On aurait dû faire le deuxième avec le même réalisateur, pourquoi pas ? C'est le matériel de base, finalement, qui a... Je pense qu'il y a déjà un problème dans le matériel de base, parce que ces deux intrigues qui n'ont aucun rapport, que j'évoquais tout à l'heure, elles sont dans le bouquin d'origine. Et alors, je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu partir sur un scénario original, parce que ce quatrième volet, il se veut quand même assez indépendant, puisqu'on a un nouveau casting, un nouveau réalisateur, etc. Ça se veut pas non plus être exactement la suite du film de David Fincher. On fait quand même vaguement référence aux opus précédents, mais on est censé pouvoir le prendre comme ça au vol. Ouais, si on n'a pas lu, par exemple, le 2 ou 3, on peut quand même aller voir le film. Oui, ouais. Alors c'est un peu bizarre.
bizarre sur certains points, comme il résume les épisodes précédents. Enfin, il y a un certain flou quand même, je trouve. Moi, je me dis, si on débarque complètement, je ne sais pas si c'est vraiment possible de suivre comme ça l'intrigue. Mais ouais, je pense que quitte à repartir de zéro, autant repartir complètement de zéro. Et puis je trouve dommage que justement on soit de nouveau sur une intrigue où on explore le passé de Lisbeth Salander, qui était censé être un truc qui était clos après le 3e bouquin en tout cas. Ouais, en même temps, peut-être que cette partie sur son passé, et c'est peut-être là que le drame se joue le plus et qu'il y a peut-être quelques scènes les plus intenses. Enfin, peut-être 2-3 pistes qui sont peut-être plus intéressantes, aussi qui donnent l'occasion au casting, qui n'est pas mauvais du tout, de réussir à avoir quelques scènes d'interprétation intéressantes. Moi, j'aurais préféré enlever un peu de l'action et des scènes comme ça, parce qu'il n'y a pas seulement le côté informatique. Elle arrive dans n'importe quelle structure, chantier, maison, et elle sait exactement ce qu'il faut faire avec tous les boutons qui sont présents, quoi. Et puis, voilà, il y a la scène sur la grue, sur le pont, là où tout d'un coup, voilà, il y a un truc qui arrive, tac, elle sait où aller, etc. Donc, il y a vraiment cette crédibilité qui manque. C'est vraiment ça. Peut-être qu'en se concentrant sur une tragédie, enfin, sur des choses comme ça, c'est ça, avec quelque chose de creusant plus vraiment épuré, les personnages. Ouais. En creusant les personnages, on serait arrivé avec un film qui était plus intense, plus touchant. Parce que là, en fait, on reste très à l'extérieur, parce que chaque fois qu'on est pris par une séquence, parce que c'est vrai qu'elles sont très très bien réalisées, il faudra qu'on reparle un petit peu de la qualité des images, de la mise en scène, de la composition des plans, même des atmosphères qui sont très variées un peu quand même en fonction des séquences. Et qui chaque fois on est pris dedans par l'image, donc on voit ça et chaque fois on se dit ouais mais bon, ce qui se passe ça joue pas, donc on ressort. Donc au bout d'un moment on est un peu comme si on regardait une suite de beaux tableaux bien réalisés, jolis à voir, mais qui finalement on a de la peine à rentrer dedans et à s'impliquer parce que c'est pas assez crédible. L'univers en soi est intéressant et ces personnages, et principalement Lisbeth Salander, ça reste un personnage assez fascinant. Et ce qu'il en fait dans le film, c'est intéressant. Claire Foy est excellente dans le rôle. Mais malheureusement, il y a énormément de choses qui sont complètement bouffées par cette intrigue d'espionnage complètement conne. Il y a par exemple un rapport entre Lisbeth Salander et un petit garçon. Donc pour rappel, Lisbeth Salander, c'est un personnage qui est asocial, qui est brillante, mais qui est complètement solitaire comme personnage. Et justement, on a une intrigue où elle doit accompagner un petit garçon qui se révèle être autiste. Il y a justement une scène où ce petit garçon montre toutes ses capacités et il dit à Lisbeth tu dois croire que je suis un monstre. Et elle lui dit non, parce qu'elle se reconnaît dans ce personnage et il y avait quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et là encore, on y revient. Il y avait tout un tas de choses au niveau du drame, au niveau vraiment des personnages et de leurs relations qui auraient pu être poussées plus avant, mais malheureusement, on passe plus de temps à pirater des ordinateurs et à se concentrer sur cette intrigue d'espionnage absolument inintéressante. En fait, peut-être que ce qu'il aurait fallu, c'est un film qui soit plus adulte, peut-être. Moins divertissant, mais plus adulte. Parce que c'était vraiment le cas du tout premier film adapté en Suède et aussi du Millennium version David Fincher. C'est-à-dire on prenait vraiment ces personnages, ces sujets au sérieux, sans faire mumuse avec. Là, il y a trop de moments où au niveau de l'action et de ce qui s'y déroule, on fait mumuse un peu avec les choses. Ça se sent assez vite dès le départ. Il y a déjà une séquence. Il y a des plans et ce genre de choses avec une voiture noire et ce genre de choses. À un moment, je me suis dit, mais en fait, Lisbeth Salander, c'est Batman, quoi. C'est ça, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un côté justicière. Voilà, exactement. Il y a ce fameux plan qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce où elle est devant une espèce de statue d'ange noir un petit peu et les ailes de la statue deviennent ses propres ailes. Ouais. Il y a cette idée justement de justicière et de redresseuse de tort, quoi. Et du coup, une certaine noirceur est plutôt bienvenue. Une tragédie aussi, mais le côté action à tout va dans tous les sens, ça passe moins bien. Bon, alors on aura compris qu'on va pas aller voir ce Millennium, ce qui ne me tue pas, pour le scénario.
Par contre, vous pourriez peut-être aller le voir, en tout cas pour la mise en scène et les plans. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre de votre c'est ça qui parole. est terrible, c'est que vraiment, moi, j'aurais rêvé de voir exactement le même film avec un scénario plus solide. Alors bon, le scénario était coécrit par Fede Alvarez et un de ses fidèles collaborateurs. Mais autant sur ce point-là, il se révèle décevant, autant au niveau de la mise en scène, moi j'ai exactement ce que j'étais venu chercher. Il y a des trucs vraiment très, très intéressants, très efficaces. Il y a notamment un plan séquence qui se déroule dans la NSA où justement on pirate ce fameux programme et on suit tout le cheminement de l'agent qui découvre le piratage et qui va essayer. Il y a une espèce de balai à travers les bureaux et il y a ce genre de scène. Il y a aussi des scènes d'action franchement impressionnantes. Donc vraiment, ça confirme que Fede Alvarez est un réalisateur très doué, mais malheureusement, niveau scénario, alors je ne sais pas à quel point il a été bridé sur ce projet, à quel point c'est son scénario ou pas, mais là-dessus, ça se révèle assez décevant. C'est vrai qu'au niveau visuel, il y a vraiment plein de choses qui sont impressionnantes parce qu'il y a non seulement la mise en scène, la composition des plans, mais il y a des idées à l'intérieur de la mise en scène. Il y a des idées visuelles très, très, très fréquentes. Il y a le combat aussi dans des toilettes à la fin où il y a une histoire de gaz avec des masques à gaz rouges, où tout d'un coup, il y a le rouge qui ressort sur une ambiance qui est plutôt verdâtre, enfin, ce genre de choses qui donne vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Il y a une séquence dans un musée avec un cercle en feu, comme ça, l'idée du cercle revient très souvent au niveau du film. Et tout ça, ça donne vraiment des choses très belles. Il y a un accident de voiture aussi à un moment, avec un plan par hélicoptère en dessus comme ça, qui a vraiment de la gueule. L'accident est vraiment impressionnant, quoi. Et donc tout ça, on a envie de... ça nous happe, on se dit, waouh, c'est quand même bien au niveau de la mise en scène. Donc pour ça, au niveau visuel de ce qu'il y a à voir, peut-être ça vaut quand même la peine d'aller voir le film. C'est très impliquant et très ludique, mais niveau émotionnel, il n'y a pas grand-chose. On reste quand même malgré tout en retrait, je trouve. Et parlons un petit peu des acteurs, puisqu'ils ont tous changé depuis le film de David Fincher. On avait avant Rooney Mara dans le rôle de Lisbeth, Daniel Craig, donc James Bond dans le rôle du journaliste. Cette fois-ci, pour remplacer Rooney Mara, ils ont envisagé Nathalie Portman, Felicity Jones ou encore Alicia Vikander, et finalement c'est Claire Foy. Qu'est-ce que vaut le casting? Qu'est-ce que vaut la performance des acteurs? S'il y a quelque chose à dire, bien sûr. Hein. Alors moi, Claire Foy, je ne l'avais jamais vue au cinéma, ni à la télé, parce qu'elle était dans The Crown, c'est ça, la série sur Elisabeth II. Et récemment dans First Man. Ok, ouais, j'ai pas encore vu First Man. Faudra que je le rattrape. Donc du coup, c'est une découverte. Je la trouve bien. Elle prend ce personnage vraiment à bras le corps, avec ce côté un peu rude, un peu rentre dedans, un peu bourrin comme ça du personnage que j'aime bien. Maintenant, je reste quand même assez attaché à Noomi Rapace, qui avait été découverte dans la première adaptation, qui a quand même une sacrée personnalité. Et puis, j'ai l'impression un petit peu de voir une copie un peu différente. Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que Claire Foy n'est pas bien, elle n'a pas composé ce rôle-là de manière adéquate. Elle est tout à fait convaincante. Il y a même des séquences où des regards sont assez émouvants. Et la fragilité du personnage, le côté aussi féministe, parce que c'est une vengeresse féministe. Donc du coup, elle est plutôt bien dans le film. Ouais. Oui, complètement. Et je crois qu'elle a beaucoup bossé son accent suédois, justement. Donc, il y a aussi un vrai effort de sa part. Et je trouve que par rapport aux précédentes incarnations, même Rooney Mara, qui proposait quelque chose d'intéressant, je trouve, il y a aussi un ajout, quelque chose d'un peu plus sensible, je trouve, un peu plus fragile. Elle arrive à s'approprier le personnage. C'est ça. Et en même temps, quand il faut être badass, la séquence finale, elle arrive à envoyer du bois. Maintenant, au niveau du personnage de Blomqvist, bon, il est déjà un peu moins présent que dans les précédents, dans ce film-là. Et puis, l'acteur Sverrir Gunnarsson, je crois. Autant pour moi. Je n'ai pas en l'occurrence, moi, je n'ai pas travaillé mon accent suédois. Désolé. Il s'en sort bien, mais déjà, je pense qu'il est un peu trop jeune par rapport à ce qu'est censé être le personnage. Et puis, le rôle en soi, c'est pas le plus intéressant du film, honnêtement. Si ça peut peut-être vous parler plus qu'un nom en suédois, c'est celui qui jouait dans Borg et McEnroe, le film sur le tennis. C'est lui qui faisait Borg. Donc. Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Okay. C'est vrai qu'il est
il est jeune par rapport à ce qu'on a vu dans les adaptations précédentes. Il n'y a plus cette différence d'âge entre lui et le personnage de Lisbeth Salander. Et du coup, ça emmène aussi leur relation vers quelque chose qui est un peu plus gentillette, un peu moins ambigu, un peu moins ambigu, un peu moins complexe. C'est vrai que ça marchait pour le coup dommage. très bien, en tout cas dans celui de Fincher, c'était cette ambiguïté entre Lisbeth et le journaliste, et donc là ça a l'air... Ouais, c'est un peu plus gentil à ce niveau-là, quoi. Même si c'est pas énormément développé non plus, il y a quelques séquences, dont une séquence de jalousie, bien sûr, avec la femme à la maison qui fait la jalouse, etc. Et tout. Ça, c'est très, très, très vu et revu quand même au niveau du scénario, cette séquence qui sert pas à grand-chose. On y trouve quand même une actrice qui s'appelle Vicky Krieps, qui a un tout petit rôle dans le film, mais qui était dans Phantom Thread, l'excellent Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Et puis j'ai aussi remarqué au niveau des acteurs la présence de Claes Bang, acteur suédois qui était dans The Square, la Palme d'Or à Cannes de l'année passée, et puis qui a aussi un rôle du grand méchant qu'on a de la peine à reconnaître parce qu'il est tout ça qui est décoloré. dommage, c'est là. qu'on le fait jouer encore un gros bras blond suédois qui est pas beaucoup plus complexe que ça, quoi. Puis en fait, on le voit très peu parce que voilà, c'est dans des scènes d'action, on voit plus l'impact de ses coups que ce qu'il fait et son visage, quoi. D'ailleurs, ça peut nous permettre de recommander les deux films dont tu viens de citer, donc The Square, Palme d'Or, et Phantom Thread, qui sont deux films que vous pouvez sans autre rattraper avec plaisir. Donc, messieurs, peut-être alors la question ultime, il y a du bon, il y a du moins bon, on y va quand même ou on reste chez nous ? Alors, c'est toujours mieux mis en scène que les épisodes 2 et 3 de la série suédoise. Ça a l'air d'être un enfer, parce qu'alors Patrick la souffle. Moi, la première adaptation suédoise, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait une sobriété, il y avait une sorte de classe, quelque chose d'adulte, une atmosphère dans cette maison qui se développait. C'était vraiment très, très bien. Et puis, on sent qu'ils ont eu moins de moyens dans la deuxième partie. Les deux suivants, imaginez, voilà, on prend les réalisateurs de Plus belle la vie et puis on leur donne un thriller suédois. Un thriller en plus. Et en plus, de nouveau, avec une intrigue qui, dans sa deuxième partie, tombait un peu dans les travers de cette adaptation-là, c'est-à-dire un côté un peu grand guignol, un peu des trucs qui se passent qui manquent un peu de crédibilité. Et du coup, c'était vraiment la cata, les deux suivants. Donc c'est vrai que c'est moins pire que les deux. Non, après, il faut aussi relativiser. suédois. Le troisième bouquin, moi, je trouve, était déjà pas très bon et du coup, l'adaptation était mauvaise aussi. Là, le scénario de celui-ci est pas mieux, mais pas pire non plus. Mais moi, je pense que je le recommande quand même dans l'absolu parce que Fede Alvarez, ça reste quelqu'un qu'il faut découvrir. Je pense que ça reste vraiment un cinéaste intéressant, très prometteur. Voyez ses deux premiers films si ce n'est pas fait. Allez quand même voir celui-ci parce que malgré tout, c'est assez ambigu comme expérience, puisque à la fois c'est très galvanisant au niveau de la mise en scène et très frustrant au niveau de ce que ça raconte, mais ça peut être le début d'une carrière très intéressante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, en tout cas, les informations que j'ai devant moi, il a déjà 4 projets prévus pour les 4 prochaines années. Fede Alvarez, donc Labyrinth, Monster Apocalypse, Incognito et Dance Inferno, qui est l'adaptation du jeu vidéo éponyme que Electronic Arts avait sorti il y a quelques années, qui était largement inspiré de la Divine Comedy de Dante. Et alors ça, effectivement, en tout cas, le jeu vidéo était très intéressant, donc pourquoi pas. Donc voilà, un peu à vous de voir aussi en fonction de voilà, si vous êtes aussi attiré peut-être par les belles mises en scène. Mais c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, et puis pour le réalisateur, ça vaut la peine. En plus, on passe pas en soi un moment absolument épouvantable. Voilà. Et puis c'est vrai qu'au niveau du visuel, on va prendre du plaisir et puis on va suivre ce réalisateur, c'est clair. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce que tu cites au niveau des projets, il y a beaucoup de fantastique dedans. En tout cas, les noms le laissent supposer. Et en fait, peut-être que les qualités de ce millénium-là se retrouvent quand au niveau de la mise en scène, il arrive à faire ce qu'il aime, à insuffler ce goût pour l'originalité dans les plans, dans le cinéma de genre et ce genre de choses-là. Et ça, c'est assez sympa. Et puis, en ce qui concerne l'évolution de la série, on sait quelque chose ? Est-ce que là, au niveau des livres, on en est où ? Il y a un 5e bouquin qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, l'année passée, je crois, toujours écrit par David Lagerkrantz, si je prononce bien son nom. Et non pas David Leckerli. C'est ça. On peut le rappeler, non, parce que l'information est absolument incroyable, on peut le rappeler encore une fois. Ce monsieur est donc le biographe de Zlatan Ibrahimovic. Merci.
Et du coup, voilà, pour la suite, je ne sais pas exactement s'il est prévu qu'il en écrive un 6e. Maintenant, je crois qu'avec cette adaptation, donc Ceux qui ne me tuent pas, c'est Sony, sauf erreur, qui s'en charge. L'idée, c'est de relancer la franchise et donc peut-être qu'ils vont se lancer sur l'adaptation du 5e après. Ouais, à voir après quel pour est précision, effectivement sorti, c'était l'année passée, en septembre, et qui s'appelle La fille qui rendait coup pour coup. Voilà, alors à voir si celui qui sort maintenant a du succès et peut donner lieu à une nouvelle franchise. Je crois que c'est surtout ça en fait. Il me semble qu'il y a eu des contrats ou des choses qui ont été faits sur plusieurs titres, mais qu'ils attendaient un peu de voir le succès de cette relance avant de voir s'ils adaptent la suite ou pas. Et ben voilà, alors à vous de vous faire votre avis si vous souhaitez quand même aller voir un film avec une belle mise en scène, mais un scénario un peu fouillis. En tout cas, merci Patrick Dantan. Écoute, merci à vous, c'est un merci plaisir. Thibaut, merci à vous deux Merci, à bientôt. D'avoir été ici pour le Saloon. Merci à vous évidemment de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite. Vous pourrez retrouver tous les épisodes évidemment du Saloon sur nos différentes plateformes, sur Facebook, sur SoundCloud. Et on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre film. Ciao, ciao!